Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Ici c'est beau et j'ai eu envie de le dédier à un couple d'architectes complètement atypiques. Même si aujourd'hui les choses bougent, je dirais qu'ils rentrent encore dans la case des alternatifs. Je vais vous parler de Simone et Lucien Kroll. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, c'est normal parce qu'ils sont pas très connus en France. Moi, j'ai découvert leur existence et leur travail il y a quelques temps seulement. Et je suis tombée sur eux parce que nous voilà en présence de deux sacrées personnalités, un vrai lieu de choc, des personnalités avec de vraies visions. Pour eux, l'architecture doit être bienveillante, hétérogène, spontanée, sociale, au plus près des habitants et de leurs besoins. Elle doit permettre de vivre des expériences, l'architecture. Et eux, ils sont vraiment précurseurs de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture participative, vous voyez. Donc vraiment, pour eux, l'architecture doit faire lien, elle doit vibrer, elle doit être libérée de ses carcans et évidemment, elle doit être plus écologique. C'est pas le bâti à tout prix, ni le bâti mortifère. L'architecture doit être accueillante, doit accueillir le vivant, la nature. Malheureusement, Lucien est décédé en août dernier, à l'âge de 95 ans, donc tout de même. Alors c'était surtout lui qui était visible dans les médias. Lui, il était urbaniste et architecte, et Simone, sa femme, elle était paysagiste, potière et coloriste. Ensemble, en 1960, ils vont fonder l'atelier d'architecture Simone et Lucien Kroll. J'aime bien cette idée d'atelier. Et ils ne parlent pas d'agence, mais ils ont vraiment, par essence, cette vision multidisciplinaire, multifacette, très libre, d'une approche qui est vraiment globale, en système, un peu d'artisan aussi. Au sein du studio, donc Simone, elle va être l'experte de la conception des jardins. Elle avait une très bonne connaissance de la botanique, c'est vraiment une amoureuse des plantes. J'ai lu aussi qu'elle cuisinait très bien. Et vous allez voir que dans leur projet, le jardin et la nature sont fondamentaux. Elles font partie intégrante de l'architecture. Et eux ont systématiquement des visions vraiment organiques du jardin. Et puis, ils n'ont pas cette manière de vouloir livrer des choses terminées, dans le sens où vraiment, ils ne livrent pas un jardin. Ils livrent des biotopes vivants, autonomes, qui vont vivre après leur propre vie, évoluer comme le climat, la terre, les éléments voudront bien les faire vivre. Tout est pensé vraiment pour laisser faire, laisser vivre, laisser grandir. Et même aussi, Simone, elle fait ça, elle pense le jardin pour qu'il puisse venir chevaucher et habiter le bâtiment pour mieux que les deux puissent se lier, faire lien. Alors eux, vous voyez, ils se positionnent vraiment à rebours de tout ce qui peut être hors sol, très abstrait, parfait, seulement pensé par l'homme, pour l'homme. Et surtout, ce qu'ils ont commencé à faire, mais dès le début de leur aventure, c'est cesser de créer des espaces trop spécialisés. Lucien, lui, son truc, c'est vraiment de créer ensemble, ce qu'il a envie de faire, c'est créer des lieux qui donnent envie, des lieux joyeux, des lieux où les gens vont se parler, vont faire des projets, vont avoir envie de rester. Et donc, il est vraiment pour une architecture, lui, de l'enchevêtrement des espaces. Donc, à ce stade de l'épisode, retenez bien qu'ils sont vraiment dans la team. On sort du standard, du rationnel, on sort de la répétition, on embrasse les chemins de traverse, on veut du non figé, du non arrêté, de l'organique. Durant toute leur carrière, le couple Kroll a vraiment bataillé un peu contre le modernisme de l'époque, contre une architecture qui pour eux était beaucoup trop rationnelle. Donc le Bauhaus, tout ça, même s'ils respectent beaucoup, ils comprennent pas vraiment Pour eux, l'architecture, elle peut pas être comme ça, elle peut pas être régulière, rectiligne, rigide. Pour eux, c'est un peu un supplice de faire vivre les gens dans des bâtiments génériques qui peuvent se dupliquer sans fin. Et Lucien, d'ailleurs, il avait cette phrase qui disait « La répétition est un crime », en se calquant un petit peu sur l'expression du Bauhaus qui disait « La décoration est un crime ». Donc vous voyez, il prône vraiment cette architecture du réel, cette architecture qui rentre dans une réalité, qui répond à des besoins spécifiques. Et donc, comme on n'a jamais les mêmes besoins, parce qu'on est à chaque fois dans des territoires, dans des endroits, dans des lieux avec des usages, des destinations différentes, tout doit forcément être différent. Ça va être le contexte, alors je donne là un petit exemple, mais ça va être, je sais pas moi, une pente de telle inclinaison, du coup voilà, si la demande c'est beaucoup de lumière,
naturelle, et ben du coup ils vont au maximum dans ce bâtiment-là faire avec cette pente et essayer de voir comment ils vont pouvoir concevoir comme ci comme ça pour arriver à la demande finie, mais ça va jamais pouvoir être une recette magique duplicable ailleurs en fait. Donc comme tous les sujets sont différents, c'est infini cette liberté qu'ils ont de pouvoir faire cette architecture qui est un peu une architecture en fait incrémentale. Pour lui, construire un modèle qui est déjà conçu a pas de sens en fait. Donc vous voyez, on est quand même en présence de personnes qui ont une vision très politique en fait de l'architecture. Lucien Kroll se disait lui-même un architecte. L'objectif de cette architecture non figée, c'est évidemment d'inclure en fait les habitants, de les faire participer. Il est un peu le pionnier en fait de cette architecture participative avec donc des chantiers participatifs. Qu'est-ce que c'est en fait vraiment l'architecture participative? On en a un petit peu parlé avec Julien Belair et d'autres invités dans le podcast, mais en gros l'idée c'est qu'en fait les personnes qui vont vivre et utiliser les bâtiments vont participer au chantier. Donc vraiment à la conception même, dans un seul but en fait que les architectes puissent répondre au mieux à leurs besoins. L'objectif c'est vraiment de pouvoir partager aussi le même langage. Il y a beaucoup d'architectes qui font ça aujourd'hui, qui fonctionnent comme ça. Ça permet de sortir d'un langage très académique et de reprendre en tant qu'architecte un langage plutôt ordinaire, en tout cas non expert, pour que chacun, futur usager de ces lieux, puisse partager ses idées, ses envies. Et Lucien, en fait, tout ça, ça le nourrit énormément. En fait, il va se nourrir de toutes ces demandes et ensuite, hop, il va le passer à la moulinette de sa formation, en fait, de ce qu'il sait faire en tant qu'architecte. Il va essayer de faire des propositions qui vont répondre à ça, à toutes ces singularités. En fait, il va les capter, les écouter et un peu les catalyser, quoi. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas vraiment possible de fonctionner comme ça, d'accueillir la demande de tout le monde. C'est un peu le carnage assuré. C'est vraiment le meilleur moyen que le bâtiment ressemble à rien s'il accueille les singularités de tout le monde. Eh bien, détrompez-vous en fait. En tout cas, c'est beaucoup plus harmonieux que ce qu'on peut penser là tout de suite maintenant en imaginant un immeuble un peu conçu de cette manière. Et c'est justement en fait ça qui est très surprenant dans la démarche et dans l'esthétique aussi qui en ressort. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode pour que vous puissiez aller voir aussi ou faire votre propre idée en ayant sous les yeux ces bâtiments en fait. Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est beau? C'est vraiment cette liberté absolue poussée un peu à son paroxysme, mais il en découle, je trouve, une certaine poésie de l'hétérogénéité. Parce que, donc, vous l'imaginez bien, en fait, accueillir les demandes diverses, c'est aussi faire se rencontrer dans un même projet des matériaux très différents. Lui, dans ses projets, c'est vraiment des matériaux qui vont être facilement remplaçables, qui vont être durables, des matériaux simples, traditionnels, qui sont locaux et qui sont aussi conçus de préférence par des artisans. Alors, pour illustrer un petit peu de façon plus concrète la démarche du couple Kroll, cette démarche en fait globale et presque libertaire, on peut le dire, je vais vous parler d'un de leurs projets un peu les plus emblématiques dans lesquels ils ont vraiment pris en compte ce contexte naturel, social et politique. C'est le projet de la maison médicale de Louvain qui accueille aussi des étudiants en médecine en fait à l'époque. Ce projet il dure entre 1970 et 1976. Moi, je le trouve vraiment sensationnel, en fait, très très inspirant. Apparemment, c'est le projet dans lequel l'architecture participative a été aussi le plus poussée. C'est un gros projet avec différents espaces. Donc, on a des jardins, des cheminements, des passerelles, des immeubles donc avec vraiment la maison médicale qui est le campus en fait des étudiants en médecine. Donc, un ensemble de plusieurs immeubles. On a une mairie, une école, un restaurant universitaire et on a aussi la station de métro Alma qui dessert du coup cette cité. L'objectif c'est vraiment la conception d'un espace très harmonieux qui va regrouper justement ce large panel d'activités. Et moi je vais surtout vous parler du coup d'une partie de ce campus qui est dédiée aux étudiants en médecine qu'on a surnommé la Mémé. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc ce projet intervient en fait au lendemain de 1968, donc des protestations étudiantes.
Et les Kroll, du coup, décident donc d'intégrer dans le projet ces revendications étudiantes de l'époque, donc cet enseignement un peu archaïque. Ils ont envie, voilà, de davantage de liberté. Vous l'imaginez bien, en fait, que les Kroll, qui au même moment, en fait, depuis toujours, dénoncent la rigidité de l'architecture, qui sont, enfin voilà, c'est ces gens très en marge du modernisme, des autorités académiques de l'architecture de l'époque, eh bien, sont complètement aussi rebelles et à rebours. Donc en fait, les deux visions du monde font complètement écho. Et main dans la main avec les étudiants, il va orchestrer, bah voilà, comment est-ce qu'en fait, dans cette architecture, il va pouvoir embrasser leurs revendications. Et il les fait participer à peu près tout. Et Lucien, du coup, sur ce projet, arrive vraiment à faire accepter en fait cette dynamique aux maîtres d'ouvrage, aux parties prenantes. Ça paraît fou aujourd'hui quand on voit le nombre de projets malheureusement qui sont bloqués ou stoppés en fait au dernier moment à cause en fait de voilà ce système très stratifié, complètement averse au risque, qui fait que in fine le bon sens et peut-être les démonstrations de preuves de concept passent un peu à la trappe. En tout cas à l'époque, lui, voilà, Lucien Kroll, comme de nombreux architectes aujourd'hui, hein, mais il continue à déployer à l'époque une énergie de dingue pour justement que tout ce nouveau monde, cette nouvelle façon de faire en fait, puisse passer d'une idée, d'une envie à une réalité. Et le couple l'explique très bien, hein. Il disait c'était vraiment une question de volonté, de confiance aussi. Est-ce qu'on veut que les choses adviennent? Est-ce que vous voulez en être en fait les politiques, les promoteurs, etc. Et alors comment est-ce qu'il fonctionnait pour recueillir les avis et les idées de tous ces étudiants? En fait, il n'utilisait pas de plans parce que du coup, c'était assez technique. Les plans, enfin, faut savoir lire des plans pour comprendre un peu de quoi on parle. Donc lui, il voulait vraiment que ce soit accessible à tout le monde, donc vraiment aux néophytes d'architecture. Du coup, il faisait beaucoup de maquettes de lecture, comme il disait. Et donc, ça permettait tout de suite de pouvoir dialoguer en fait avec des personnes qui sont pas du métier, leur permettre d'avoir un support pour expliquer voilà ce qu'ils voulaient, et puis lui aussi très facilement leur expliquer si c'était possible ou non. Donc son rôle en fait de Lucien en tant qu'architecte, lui à ce moment-là, c'est vraiment être chercheur de solutions. Il est au service en fait de celui qui va vivre, qui va utiliser son bâtiment, il va essayer d'augmenter les surfaces le plus possible. Il n'est pas en fait dans un enjeu de contrôle en fait. C'est un peu à la manière de Gaudi finalement. Tout se passe sur le chantier avec les artisans au moment où ils sont en train de faire ci ou ça. Ah bah oui, on va pouvoir un peu modifier. Enfin, c'est aussi, je pense, un peu infernal pour les gens potentiellement qui avaient d'autres manières de fonctionner dans les parties prenantes de ce projet. D'ailleurs, ça s'est pas toujours très bien passé, hein. Je vous dirais que la fin de ce projet a été assez chaotique. Mais en tout cas, il tient le cap. On a vraiment l'impression que cette façon de faire l'architecture permet à l'improbable de surgir. Vous allez voir que la façade, par exemple, de ce projet bébé est complètement improbable. Je partagerai avec vous des photos sur Instagram. Mais en fait, les étudiants lui disent « Écoute, nous, on veut vachement de lumière naturelle. » Donc, ils ont ouvert, mais ils ont fait énormément d'ouvertures sur l'extérieur. Un peu comme s'ils avaient accumulé des portes, des fenêtres. Tout ça, vraiment, ça habille complètement l'entièreté de la façade. Ça donne un peu l'impression d'un collage ou d'une composition complètement désordonnée. Il n'y a aucune fenêtre de la même taille pratiquement. Je pense qu'il n'y en a même pas une, les deux à côté qui s'ouvrent dans le même sens. Vous voyez, puis même dans les couleurs, dans les formes. C'est un patchwork un petit peu de formes et aussi de matériaux. La brique par exemple, voilà, il y a des murs où on commence avec une certaine taille, ensuite hop, on en a une d'une autre couleur, puis ensuite d'une autre taille. Lucien, en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était valider le concept et que ça fonctionne et que ça se casse pas la figure, en fait. Ensuite, dans l'exécution, mettre voilà, une rangée de telle taille et ensuite au-dessus une rangée de telle autre taille, il s'en fiche un peu, en fait. Il n'intervient pas là-dessus, il laisse faire. Et donc ça, c'est vraiment totalement en rupture avec d'autres manières de fonctionner. Et puis aujourd'hui, en fait, quand on regarde ça, je vous invite à avoir une photo là sous les yeux, mais on peut se dire, mais oulala, en fait,
c'est vraiment une autre approche. Et moi, je trouve que plus je comprends le travail et la raison d'être de ces extravagances, plus je les aime en fait. Je me dis que cette diversité, il l'a catalysée dans un seul et même bâtiment. Et à la fin, même si clairement avec nos lunettes un peu conventionnelles, il en ressort une esthétique de récup, de cabane un peu en mode système D. Finalement, ça dépend de là où on se place en fait. Ces affirmations, elles sont à la fois vraies et à la fois fausses en même temps. Et évidemment, dans ce projet, la végétation est absolument centrale. En fait, elle va lier justement, il y a plein de jardins un peu organiques, spontanés, qui assurent l'harmonie et la continuité des différents bâtiments, différents usages. Comme c'est un peu complètement différent, c'est la nature qui vient faire le lien un petit peu. C'est pas l'architecture et l'homme qui fait que tout est harmonie, mais c'est la nature qui fait harmonie. Et donc ça, évidemment, c'est pensé par Simone. Je vous partagerai aussi des photos parce que c'est très très beau. Notamment, vous verrez au niveau de la station de métro Alma. En fait, la végétation a tellement gagné la structure même de la station, donc les piliers, etc., que quand on rentre, on a presque l'impression qu'on va pénétrer dans une forêt. C'est vraiment une sensation qui est incroyable à ce niveau-là, surtout que c'est une structure qui est en béton, assez massive, donc vous verrez, c'est assez inédit comme ressenti. Et pour l'époque, c'est vraiment très alternatif, c'est complètement à rebours des standards de l'architecture moderne. Comme je vous disais, je crois qu'en fait, la fin de ce projet s'est assez mal passée. En fait, sur les 25 000 mètres carrés initiaux, je crois que seulement la moitié a pu être réalisée vraiment dans cette vision globale des Crolles. Et après, d'ailleurs, cette aventure, je crois que le couple n'a d'ailleurs quasiment plus pu travailler en Belgique. En revanche, ils ont été reconnus en fait dans le monde entier, en France, en Europe. Ils ont travaillé aussi beaucoup en Allemagne. Donc, on peut se dire que cette liberté a évidemment quelques contraintes, mais j'ai l'impression qu'ils s'en sont très bien accommodés et que justement, en fait, ils l'ont vu comme une occasion de faire autrement, de faire d'autres rencontres, des belles rencontres, des projets plutôt dans l'expérimentation, des dialogues aussi avec d'autres façons d'habiter, de vivre, voilà, d'autres usages et d'autres envies, toujours plus peut-être particulières et singulières. Et pour eux, ça a toujours été une immense richesse. Et je trouve que c'est assez vrai. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous embrasse et à très vite.